Encore une fois de plus, bonjour ou bonsoir partout où vous vous trouvez sur cette planète. C'est encore le révolutionnaire Fodé Kourouma, toujours prêt pour la révolution pour les Africains. Retenons avec moi que la lutte que nous menons, c'est dans l'intérêt général de tous les jeunes Africains, surtout nous sommes dans le 21e siècle. Je remercie également des personnes de bonne volonté qui me suivent tout le temps mes vidéos et qui m'apprécient. Voilà. Et je remercie aussi des personnes qui parlent de n'importe comment sur mes vidéos. C'est important, c'est pas mal. C'est très important. Parce que quand on parle, il faut y avoir des réceptions, des critiques et des commentaires et des appréciations. Voilà. Pour ne pas tarder, aujourd'hui nous allons entamer sur autre sujet. Toujours c'est sur l'Afrique. Sur l'ancienne vidéo, j'avais parlé de la rage du France contre la Libye. Et aujourd'hui, main dans la main, nous les Africains, on pourra faire quelque chose. Fier d'être Africain, que Dieu bénisse l'Afrique. Voilà. Nous commencerons d'abord par notre propre continent, l'Afrique, car l'Afrique reste aujourd'hui le seul continent où se pratique encore la colonisation, la ségrégation raciale, l'apartheid et le mépris de l'homme à cause de la dépigmentation de la peau. L'Afrique est un continent qui a subi la plus grande humiliation des histoires. Depuis plusieurs siècles, la situation de l'homme noir en Afrique ne fait que s'empirer, sous prétexte qu'ils étaient venus en Afrique pour nous civiliser. Les premiers blancs, pionniers de cette civilisation, commençaient par vider notre pays respectif de leurs substances fondamentales, notamment dans la pratique honteuse du commerce des esclaves. Et déjà, à cette époque, les chefs de file étaient des Portugais. Nos ancêtres n'étaient pas considérés comme des hommes, ni même comme des êtres qui ont l'intelligence et les sentiments, mais comme des amas de muscles à qui on demandait des efforts mécaniques, comme on en demande au cheval, au buffle, à l'âne ou au bœuf. L'esclavagisme continuera jusqu'à prendre au 19e siècle des allures d'une véritable catastrophe continentale qui, pour se justifier, ce colonialisme et ces esclavagismes nous opposaient à nos frères arabes, appuieront leur rôle dans l'esclavagisme. Ils pensent semblant d'oublier que cette dernière n'était que des courtiers et des commissionnaires, car la traite des Noirs était faite pour seul profit des Blancs. Les pays colonialistes d'Europe ont d'ailleurs vite compris l'adage qui dit, je cite, « On n'est jamais mieux servi par soi-même ». C'est ainsi qu'en 1885, les grands négriers de l'époque se rencontrèrent à Berlin et dépêchèrent comme des vautours le continent africain. Il n'y aura plus de razzias esclavagistes qui leur coûtaient cher. Il n'y aura plus d'occupation désordonnée, mais une occupation préméditée et organisée. L'exploitation de l'homme noir n'est plus sporadique, mais celle devient systématique, permanente et définitive, par l'appropriation pure et simple des territoires d'Afrique par ces négrières. Le noir n'a pu s'échapper à la razzia, car il perd tous, simplement ses droits, sa patrie et sa liberté. Les processus de déshumanisation commencent. Le noir doit abandonner sa personnalité, ses structures mentales et sociales, en un mot, son authenticité. Les arguments physio-scientifiques ne manquaient pas pour justifier cette entreprise de déshumanisation tout en traitant le noir d'être inférieur. Car, disait-il, le colonisateur blanc était différent au colonisé noir. Donc, les blancs étaient supérieurs aux noirs. C'est pour perpétuer l'exploitation de l'homme noir par l'homme blanc. Les colonisateurs s'est mis à liquider systématiquement les traditions africaines, les langues africaines, la culture africaine. Bref, abrutir complètement le noir de façon de ce qui ne parle, ne pense, ne mange, ne s'habille, ne rire et ne respire que souvent les mots du blanc, malgré les gigantesques moyens mis en place
pour en servir perpétuellement les l'homme noir. Peuple blanc d'Europe n'ont pas pu éteindre la flamme de la liberté et de la dignité des Noirs d'Afrique. C'est ainsi, autour des années 1960, un sentiment irrésistible et irréversible de liberté s'empara de tous les peuples d'Afrique et provoqua la débandade dans les rangs du colonialisme qui n'était pas préparé. L'homme noir brisait ses chaînes et dit non à son exploitation et à son aliénation par l'Occident. Un fruit ne tombe, c'est quand il est mûr, mais devant l'ouragan et la tempête de l'histoire, mûr ou pas mûr, il tombe quand même. À partir de cette période, nous croyons que tous les colonialismes avaient fini par comprendre l'irréversibilité de l'histoire. Mais l'expérience actuelle montre que l'Afrique n'est pas encore au bout de ses peines, car le colonialisme livre encore le combat des regards. En effet, les mercenaires blancs, payés par certains pays, avaient cherché à reconquérir même certains pays déjà indépendants. C'est le cas de la République démocratique du Soudan, de la République fédérale du Nigeria et de celui du Zaïre. Dans la ville de Bukavu, à l'est du Zaïre, un mercenaire blanc venu d'Europe s'était proclamé sans rire président de la République du Zaïre. Si un noir l'avait fait en Europe, on l'aurait pris pour un humoriste de mauvais goût ou un détracteur mental. Mais, puisque c'était un blanc qui le faisait en Afrique, le colonialisme avait mobilisé la presse, la radio et la télévision pour le mettre à son entière disposition, non seulement pour lui faire la publicité, mais aussi pour ridiculiser le chef d'État du Zaïre. Pourtant, incontesté aussi bien dans les limites du territoire national que dans tous les pays représentés ici. Une telle provocation est pour moi un insulte intolérable que je ne peux pas donner. Au moment où je vous parle, la situation anachronique qui prévoit actuellement en Angola, en Rhodésie, au Mozambique, en Namibie, en Afrique du Sud, est impensable sans aucun soutien réel de certaines puissances occultes. Comment peut-on expliquer qu'un pays comme le Portugal puisse avoir la force de contrôler le grand territoire comme l'Angola, le Mozambique, s'il n'était pas soutenu par des puissances plus puissantes que lui? En effet, le Portugal est un pays économiquement, socialement et culturellement sous-développé, sans démocratie, sans aucune force militaire, sans sol record et le taux le plus élevé d'analphabètes en Europe. Ah oui, sa force et son arrogance lui viennent tout droit de son appartenance à l'OTAN, car ces pays, avec ses colonies, est nécessaire stratégiquement pour cette organisation militaire. Le volume d'investissement et de capitaux venant de l'Occident augmente de jour en jour dans les colonies portugaises. La construction du barrage de Cabora Bassa, qui servira et alimenter un grand parti, la République sud-africaine, montre sans aucun que les puissances intéressées s'opposeront toujours à la libération et à l'indépendance des pays précisés. D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur et de l'Information, le docteur Connie Mulder, a récemment déclaré que la République sud-africaine était prête à apporter son soutien militaire à tous les pays d'Afrique australe, y compris le Mozambique et les autres territoires portugais, pour combattre ce qu'il appelle le terrorisme, entendait la lutte héroïque des nationalistes africains. Le docteur Mulder faisait cette déclaration au moment où il effectuait un voyage en Rhodésie pour inspecter les unités de l'armée sud-africaine combattant auprès des forces rhodésiennes contre les patriotes de Zimbabwe. Entre les deux colonies portugaises, l'Angola et le Mozambique, s'est développée il y a quelques années une situation presque similaire.
mais en tout cas scandaleuse. Je vais parler de la Rhodésie. Un certain matin, nous avons appris par la presse qu'après plusieurs discussions secrètes entre le gouvernement de sa très grasse majesté britannique et les colons britanniques installés à Rhodésie, ceux-ci étaient rebellés contre leur gouvernement, les pays et les souverains, et que les autorités de la Grande-Bretagne étaient incapables de faire changer d'avis leurs compatriotes d'Afrique. La Grande-Bretagne a comme devise « Dieu est mon droit ». Ce qui, je suppose, signifie que le rôle du gouvernement de ce pays est de faire régner la justice là où on a l'autorité. En surveillant l'histoire de ces grands peuples, on constate qu'il a largement justifié l'existence de cette vise et qu'il a même outrepassé la simple justice pour la confondre avec ce qu'il pouvait appeler le seul droit de la grande ville. Pour s'en convaincre, il suffit de se rappeler d'innombrables mouvements de rébellion et d'indépendance si violemment marqués par la Grande-Bretagne au cours de son histoire. Pour l'Afrique, l'exemple du Kenya est frappant. En effet, l'injustice du gouvernement britannique qui réservait à cette colonne les meilleures terres de ce pays entraînant une révolution légitime de Mau Mau. Cette révolte puis sauvagement marquée par une boucherie de 15 000 personnes. Le cas des États-Unis d'Amérique qui ont vaillamment lutté pour conquérir l'indépendance est trop connu pour être développé ici. Partout, au Kenya, aux Indes, en Rwanda, en Chine, en Ben, en Palestine, à Gibraltar, en Angola, la Grande-Bretagne a utilisé la force pour faire valoir son autorité. Partout, sauf par hasard à Rhodésie. Et pourtant, les Africains de Rhodésie, comptant sur la justice de faire grand pays, avaient fait confiance au gouvernement britannique. Mais hélas, que but des sentiers. C'est ainsi qu'un jour, 2000 manifestants noirs, qui étaient nichés dans les arbres aux abords des aéroports de Salisbury pour accueillir le premier ministre Paul Harold Wilson, entonnaient une mélopée dans les paroles disaient, je cite, « Nous sommes des nègres, les orphelins de Rhodésie. Personne ne nous aime, personne ne nous aide. » Fin de citation. Les policiers blancs répondaient, je cite, « Laissez donc ces damnés saintes, laissez-les remonter d'où ils viennent. » Voilà pourquoi nous dénonçons le racisme. Il est prémédité, il est ignorant, il est inhumain. On a souvent parlé des sanctions économiques pour réduire la sécession à Rhodésie. Mais en réalité, la Grande-Bretagne protège son ami dans l'OTAN, le Portugal. Et celui-ci protège à son tour ses amis colons britanniques de Rhodésie. Et il arrive paradoxalement, non pas à décroiser les sécessionnistes, mais par asphyxier à un pays indépendant, je cite la Zambie, la Grande-Bretagne, qui se considère comme le pays le plus traditionnellement démocratique, défenseur des libertés fondamentales et des droits légitimes de l'homme, accepte, tolère et implicitement soutient ces 200 000 sujets rebelles qui, contrairement aux règles élémentaires des démocraties, maintient encore dans l'esclavage 4 millions de Noirs. La situation des territoires portugais et britanniques se prolonge jusqu'en Afrique du Sud. Ce pays est le seul sur cette terre des hommes où les Blancs ont élevé la ségrégation au niveau d'institutions. Et les termes apartheid n'existeraient pas dans les langages humains si les Blancs n'étaient pas en Afrique du Sud. Au lieu d'être logiques avec eux-mêmes, en laissant les Blancs et les Noirs séparés, chaque groupe se développant de sa manière, les Blancs poussent leur barbarie en exploitant l'homme noir comme, dit-on, l'esclavagisme suranien. C'est ainsi que grâce à une main-d'œuvre quasi gratuite, 420 000 Noirs extraits à la main, les 2 tiers de la production de l'or au profit des Blancs. Ces Noirs d'Afrique du Sud n'ayant ni droit de grève, ni droit syndical, ni droit tout court, qui avaient demandé une augmentation dérisoire de leur salaire, tenant compte du cours mondial actuel de l'or, ont été purement, simplement et sauvagement abattus par les autorités sud-africaines. La République sud-africaine